Le système stomatognatique, un mot bien compliqué. En fait, stoma veut dire bouche en grec, donc ça comprend la bouche et le système dentaire. De manière plus globale, on peut dire que le système stomatognatique comprend l'appareil manducateur et la triade occlusion, ATM, posture, crânio-cervico-spinale. Les fonctions du système stomatognatique sont une fonction très importante pour la respiration, la mastication, la déglutition, la verbalisation, l'expression et une influence posturale. Le présent travail de recherche vise d'abord une compréhension du système stomatognatique dans le but de mettre en place un protocole, une méthode d'approche pour l'accompagnement des soins en orthopédie maxillofaciale et l'orthodontie. La verticalisation de l'homme, l'hominisation du crâne, permettent de mieux comprendre le fonctionnement du système stomatognatique. En effet, tout ce que l'homme a mis en place pour son évolution, les différents stades de l'évolution au fil de milliers d'années, se reproduit en l'espace de quelques mois, c'est ce qu'on appelle l'ontogenèse. La verticalisation de l'homme a occasionné deux grands mécanismes importants au niveau du crâne. Le premier est une rotation de la loge occipitale. Alors, les scientifiques, lorsqu'ils disent loge occipitale, ne parlent pas que d'occiput, mais parlent de tout ce qui est postérieur à la syncondrose intersphénoïdale. On voit ici la petite barre en rouge représente la rotation du foramen magnum. Donc en fait, cette rotation de cette loge occasionne le retrait de la face, un recul du plan palatin et un remodelage complet de la bouche. Le deuxième grand mécanisme suite à cette verticalisation de l'homme est qu'un angle apparaît au niveau de la syncondrose sphénoïdale. C'est un phénomène oncogénique obligatoire qui a commencé un peu avant la naissance. Donc, à la naissance, la base du crâne est plate, mais pas tout à fait, et progressivement, et notamment avec les influences posturales, le basi-occiput se verticalise et donne l'impression de venir presque sous le sphénoïde. Cette rotation de la loge occipitale est aussi un remodelage de l'occiput qui a pour effet de frontaliser les pyramides pétreuses des temporaux. On voit ici sur une tomo d'un bébé à la naissance, cet angle en bleu que forment les pyramides pétreuses fait 93 degrés. On voit que vers 3 ans, cet angle sera variable de 125 à 140 degrés. Cette frontalisation, bien sûr, engendre l'avancée des articulations temporomandibulaires dans le champ facial. On voit ici ce que donne un crâne en rotation postérieure, extension pour nous, et un crâne en rotation antérieure, flexion pour nous. On voit qu'il y a une grande variabilité de cet angle que forment les pyramides pétreuses. Au niveau du sphénoïde, il y a deux unités en biologie différentes pour expliquer cette flexion basicrânienne. Il y a l'unité présphénoïde, donc le sphénoïde c'est partie jaune et rose. L'unité présphénoïde c'est le présphénoïde, l'ethmoïde et le frontal. Et l'unité postsphénoïde c'est le sphénoïde et l'occiput. Et donc c'est à ce niveau, entre ces deux grosses loges, que se crée la brisure, c'est le terme qu'emploient les scientifiques, de la base du crâne. À chaque spécialité c'est marotte. En effet, les stomatologues ne parlent que de la syncondrose intersphénoïdale pour expliquer le remodelage du crâne. Ils ne parlent pas de syncondrose sphéno-occipitale et encore moins de symphyse. Et je voudrais une petite parenthèse pour dire que l'ostéopathe se discrédibilise lorsqu'il s'adresse à des scientifiques et qu'il parle en termes de symphyse. Il n'y a aucune symphyse dans le crâne. Page 5 de votre cours, M. Brodant, vous avez d'ailleurs, voyez-vous, que vous avez d'ailleurs dû donner ce week-end de première année, on nous explique pourtant que ce hormone nous a induit en erreur. Il n'y a pas de symphyse en crâne, il y a une syncondrose. Alors probablement a-t-il voulu employer le terme symphyse pour expliquer les strains, parce que c'est plus facilement imaginable sur une symphyse que sur une syncondrose.
Mais en fait, histologiquement parlant, ce n'est pas une symphyse, c'est une sympodrose. Tout comme celle-là, entre l'ethmoïde et le sphénoïde, tout comme la sympodrose intersphénoïdale, tout comme cette sympodrose entre le sphénoïde et l'occiput. En fait, la seule chose, c'est que c'est celle-là, notre SSD, qui, de par le mouvement alternatif, persiste le plus longtemps jusqu'à la fin du développement céphalique. L'organisation du crâne au niveau, j'ai parlé de cette rotation de la loge occipitale, elle entraîne donc la frontalisation des pyramides pétreuses et les temporaux se remodèlent en rotation antérieure et externe, ce qui a pour effet de placer la cavité glénoïde de plus en plus sous-crânienne et postérieure. En effet, à la naissance, la cavité glénoïde est exotemporale, c'est-à-dire qu'elle est pratiquement verticale. Et au fur et à mesure de la verticalisation et du remodelage du crâne, elle devient sous-crânienne. L'effet de cela, c'est que progressivement, les balances mandibulaires sont de plus en plus amples. Et donc, il y a l'installation de la mastication dite vraie vers 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, un enfant mastique comme un crocodile, comme ceci, et progressivement, il peut vraiment mastiquer. Et donc, vers 2 ans et demi, 3 ans, c'est important de savoir parce que lorsqu'on a un patient qui a une dysmorphose crânio-faciale, il est important de pouvoir l'orienter aussi vers un orthopédiste, un maxillofacial, qui peut, à partir de l'installation de cette mastication vraie, intervenir. Il y a cet arrêt de cette flexion basicrânienne, donc de ce remodelage, de cette hominisation, il y a une corrélation entre cet arrêt et l'éruption de la première molaire permanente. Donc on peut dire que la croissance crânienne a terminé à 6 ans les fondations du visage dans ces grandes lignes. Il y a toute une série de forces musculo-névrotiques et viscérales qui entrent en jeu pour le remodelage du crâne face. On a notamment l'extension de l'encéphale, les globes oculaires, le mésethmoïde cartilagineux, la langue, les glandes salivaires, les forces musculo-aponévrotiques et viscérales. On a 3 grandes chaînes musculaires qui vont jouer. La très importante chaîne postérolatérale qui, on le voit, est en continuité avec les membranes de tension réciproque qui s'insèrent sur les apophyses sphénoïdes antérieures et postérieures du sphénoïde. La chaîne centrale, c'est une chaîne qui va opérer une puissante, du redressement, je vous parle de l'hominisation, qui va opérer une puissante aspiration et donc une puissante rétraction de la face et également son élévation verticale. Et la chaîne antérieure qui elle aussi aide à la rétraction de la face. Donc en fait, la face se verticalise parce que le sujet se verticalise. Donc on voit l'effet morphogénique de ces 3 chaînes, donc il y a cette rotation avec cette contraction dans le singe sagittal du crâne face, cet élargissement de la base et surtout donc la verticalisation. La face se verticalise parce que le sujet se verticalise. Je voudrais insister sur cette chaîne centrale qui comprend les éléments aérodigestifs supérieurs. En fait, il s'agit de 4 anneaux verticaux qui ont pour fonction de soutenir le voile du palais, la langue, l'hyoïde et le laryngopharynx. Ces 4 anneaux verticaux sont intriqués avec 4 anneaux horizontaux constitués par les constricteurs pharyngés et qui, eux, élèvent et surtout contractent ces éléments anatomiques. Donc ces 8 anneaux sont intriqués et sont intriqués également, comme on le voit, avec les vertèbres supérieures, cervicales supérieures. En fait, il y a une continuité des tissus conjonctifs autour des vertèbres cervicales depuis les muscles constricteurs pharyngés. Tout est intriqué, et je veux vraiment insister là-dessus, parce qu'on ne peut pas faire fi de la colonne cervicale lorsqu'on aborde des problèmes stomataux ou du crânien en général. Il y a également l'effet morphogénétique des muscles mandibulateurs.
Les muscles masticateurs, dans le plan sagittal, vont avoir pour effet de faire avancer les corticales externes des os frontaux, maxillaires, prémaxillaires. Il va se produire une duplication des corticales et donc une pneumatisation des sinus. Dans le sens frontal, il va y avoir un déplacement des pièces squelettiques et donc, par corollaire, un accroissement du développement des sutures membraneuses. Évidemment, le massif lingual a aussi une énorme importance sur le développement de la bouche, en se rappelant que la déglutition salivaire, c'est 2000 fois par jour. Donc il est facile d'imaginer les implications chez un enfant qui présente une dyspraxie linguale. En cas de respiration buccale, aucune des fonctions céphaliques ne peut être normale. Ni la posture, ni la mordication, ni les mimiques. La normalisation de la ventilation aérienne supérieure est une nécessité absolue dans toutes les dysmorphoses. D'où l'intérêt d'un diagnostic ORL et d'exclusion. Toutes les forces de laminisation tentent à provoquer une flexion et une rotation externe de tous les os du crâne. La seule composante freinant ou stoppant ces transformations est l'équilibre tridimensionnel des membranes de tension réciproque. Ces membranes de tension réciproque, les voici. Les lignes de force incluses dans les membranes diurnaliennes sont en continuité avec les lignes des travées osseuses. Voici les lignes de travées osseuses représentées, qui constituent le châssis du crâne, les structures de résistance de la tête osseuse. Elles sont dénommées arcs, poutres, piliers, et elles sont renforcées également par les résultantes des forces de pression dentaire. La face se construit aussi selon les pressions dentaires. En fait, quand on mastique directement entre la mandibule et le plafond orbitaire, entre le bandeau frontal, par l'intermédiaire des piliers canins et piliers molaires, piliers 6 et 3. En fait, chez les grands masticateurs, comme les gorilles, c'est pour ça qu'ils ont en fait un torus orbitaire proéminent avec un rebord sourcilier important. La dent de 6 ans est située en regard du pilier zygomatique. C'est un point d'appui important pour le développement de la face et elle conditionne la mise en place, elle calme l'occlusion. Donc si elle se place en classe 2, c'est parti pour une classe 2. Si elle se place en classe 3, c'est parti pour une classe 3. Je parle ici des rétrognates et des pronates. Donc elle calme l'occlusion, elle conditionne la mise en place de toutes les autres dents. Si elle ne sort pas suffisamment, il y aura une compression des ATM. L'ostéopathe peut intervenir, s'il peut intervenir à temps, il peut agir sur la structure dent en offrant les possibilités mécaniques de son évolution au sein des travées osseuses ordonnées, pour éviter par exemple des dents qui seraient incluses par des travées en torsion. Donc on peut agir, nous, en travaillant en intra-osseux sur la sortie. L'intérêt ostéopathique de ce modèle, c'est pas un modèle, c'est une réalité, des forces crâniennes, des forces de résistance, pardon, nous devons travailler suivant ces lignes de force en devenir, car c'est autour de ces lignes que s'organise aussi bien la pathologie que les corrections. Chez le nourrisson et l'enfant jusqu'à 4-5 ans, nous devons prendre appui sur les piliers zygomatiques et mastoïdiens. Et voilà. Évidemment, chez le nourrisson, le crâne est membraneux, les prises doivent être toujours très larges. Chaque os crânien, entendons crâne-face, possède une relation intime avec le système stomatognatique. Rassurez-vous, je ne vais pas ici tout expliquer, simplement pour dire que j'ai oublié, dans mon travail, de parler de linguis. Linguis fin pétale pourtant est un pivot de la face et a une fonction morphogénétique importante pour la croissance de la face. J'ai fait à ce sujet un erratum addendum que je pourrais vous donner après l'exposé. Donc pour corriger un problème d'occlusion dentaire ou de décalage squelettique facial, la thérapeutique première doit être crânienne et cervicale haute, que ce soit pour des raisons biomécaniques, membraneuses, neurologiques.
L'origine des filets moteurs innervant les muscles intervenant lors des fonctions céphaliques. C'est vrai que lorsqu'on aborde un problème stomato, on a tendance à être toujours focalisé sur le trijumeau, mais on voit qu'il y a énormément de nerfs crâniens qui interviennent pour la mastication, la phonation, la déglutition, l'audition. En effet, l'audition est vraiment très intriquée avec le système stomatognatique. Les mimiques, la phonation, la posture céphalique, et on a aussi le plexus cervical profond qui intervient toujours aussi de manière importante pour cette posture céphalique. Qui dit colonne cervicale dit aussi statique générale, et donc les plateformes logistiques et les sentinelles de la posture. Le concept structurel, j'arrive dans l'aspect plus pratique. Le concept structurel, selon Jean-François Terramorci, Jean-François Terramorci, c'est celui de M. Gredon qui nous vend les crânes G-Pro. Selon Jean-François, la lésion ostéopathique est un changement d'état tissulaire réversible. La lésion est une altération des qualités élastiques du tissu conjonctif. Notre but n'est pas de corriger une position, ni d'augmenter telle ou telle amplitude, mais de lever la barrière qui empêche le corps de trouver lui-même toutes les positions et toutes les fonctionnalités dont il a et aura besoin. Les variables de régulation, ce sont plus classiques. Ça, c'est mécanique, neurologique, vasculaire, neurovasculaire. La tenségrité. La tenségrité, c'est un modèle mathématique, architectural, biomécanique. C'est un modèle qui se superpose aux lois de la mécanique newtonienne. La définition actuelle, selon René Motreau, de la tenségrité serait un système dans un état dont on contraint stable, qui comprend un ensemble discontinu de composants comprimés à l'intérieur d'un continuum de composants tendus. Donc compression et traction s'équilibrent en un cycle vectoriel fermé, tout en écartant et solidarisant les éléments les uns aux autres. C'est par excellence le crâne du nouveau-né. Donc ce modèle biomécanique s'applique de la structure, se conçoit de la structure microscopique du cytosquelette jusqu'à la structure, à l'organisation macroscopique, donc à l'échelle de la posture globale de l'individu. Ce que nous apprend la tenségrité, c'est qu'il faut abandonner les raisonnements linéaires et parler de déformation plutôt que de mouvement. Le concept ostéopathique crânien structurel selon Gilles Boudéen. Gilles Boudéen applique le modèle structurel selon Jean-François Terramorci, il l'applique au crâne, et il a l'originalité aussi d'y adjoindre le modèle de la tenségrité. Alors le crâne est confronté au modèle de la tenségrité. Il y a des éléments ostéopathiques, on considère les éléments ostéopathiques de première catégorie, qui sont les composants. Donc il y a les éléments barres, qui sont discontinus et rigides en compression, les éléments os, ou alignement des noyaux d'ossification, donc ils demandent un travail sutural ou articulaire. On a des éléments câbles, qui sont continus et élastiques en traction. Donc, ce sont les tissus membraneux du crâne qui regroupent les membranes de tension réciproque, les chaînes musculo-faciales cervico-crâniennes et la peau. Et donc, ils demandent un travail membraneux. Et enfin, les éléments de deuxième catégorie, qui sont les arrangements géométriques des éléments. Donc, les tiges rigides travaillent en traction et en compression et sont assemblées en figures géométriques, comme celle-ci. Ça s'appelle un icosahedre, un module très connu des ingénieurs, mais aussi de nos bambins. En fait, l'intérêt de ce module, c'est qu'en fait, il détermine la localisation des surfaces articulaires. Donc, il demande un travail intra-osseux. Donc, notre but est d'organiser les lignes de force et les arcs boutants de la structure. Là, ici, c'est un espèce de petit schéma qui représente les poutres de la base du crâne, les piliers et les arcs boutants. L'intérêt
ostéopathique de ce modèle de densité est que ce découpage en travail articulaire, intra-osseux ou membraneux n'est que didactique, parce que le modèle intègre en un seul concept, sans les opposer, le travail des différentes parties. Donc notre but est de lutter contre les pertes de qualité du tissu conjonctif, qu'il soit articulaire, intra-osseux, membraneux. Les blocages de V, le système tensègre s'auto-équilibre. Gilles Boudel a aussi eu l'originalité de faire du thérapeute un objet tensègre. C'est-à-dire que c'est par notre indéformabilité qu'on pourra transmettre une puissance nécessaire, une interface au crâne, pour l'obliger à trouver une réponse architecturale respectueuse de la tenségrité. En crânien structurel, on ne met pas de force, on met beaucoup de puissance. Sur le plan philosophique, c'est intéressant aussi. Où est Laurent? Cache. Parce que le système, pour les premières, voilà, Laurent est le disciple de Pierre Tricot. Pierre Tricot, c'est l'approche tissulaire. De prime abord, le concept tissulaire et le concept structurel, de prime abord, paraissent deux concepts radicalement opposés. Et pourtant, pas tant que ça, je dirais qu'ils sont même peut-être plus proches par rapport à d'autres concepts. On a le même vocable. On parle de densité, de tension, de déformation, d'absence d'axe, car le système est global, et donc on a quitté le modèle linéaire. Pierre Tricot, donc ça c'est le fonctionnaliste, il dit la tenségrité, la plasticité, c'est elle qu'il faudrait chercher en premier. Donc en fait, les différentes approches fonctionnelles et structurelles ne s'adressent pas à la même expression de la lésion, et donc le moyen de s'en sortir est différent, mais toutes les deux s'appuient sur le modèle du concept, le modèle de la tenségrité. Imposer une interface oblige la structure à s'organiser. Ça, c'est un traitement structurel. Accompagner les fascias dans un lent déroulement harmonise la structure. Ça, c'est une approche fonctionnelle. Donc en fait, on peut dire que l'ostéopathie est comme le modèle de la tenségrité. Elle possède des approches et des outils différents, mais elle est une et indivisible. Les grands principes structurels selon Gilles Boudel: le crâne est déformé. Sa définition de la lésion structurelle crânienne est: la lésion est une perte de qualité élastique et de déformabilité du tissu conjonctif. Ce changement d'état conjonctif est réversible et auto-entretenu dans le temps, sous-entendu par la fonction. Il s'agit ici de dialogue conjonctif. On n'écoute pas les tissus en crânien structurel. On ne se laisse pas emmener par les tissus, c'est nous qui dirigeons. On applique une contrainte au crâne, on voit simplement s'il sait faire ou pas. Donc la mise en évidence d'une lésion structurelle crânienne se fait par des résistances à l'attraction et des résistances à la compression. Il y a aussi des tests de rebond, mais ça c'est plus propre à G1. Il n'y a pas d'axe dans le crâne, c'est incompatible avec ceci, on pourra en parler après. Alors, les différents tableaux adaptatifs crâniens. La SSB, la synchondrose sphéno-occipitale, n'est qu'un point parmi l'autre, n'est pas le moteur de déformabilité du crâne. Le bilan mécanique et diagnostic crânien. Une structure quelconque, placée en légère flexion, va réagir, donc ça c'est les lois de la tenségrité qui nous apprennent tout ça, va réagir à une contrainte, avec une chronologie de réaction. À une première contrainte, cette structure va soit accentuer la flexion ou l'extension. Mais surtout, la première phase d'adaptation sera une torsion. Ensuite, si la contrainte continue, il va y avoir une latéroflexion et rotation. Ce sont des paramètres physiologiques. Nous ne sommes pas là pour corriger la physiologie, mais pour chercher une densité, un angle de déformation du tissu conjonctif dans un sens donné. Les strains sont les paramètres orthonormés. En crânien structurel, on préfère dire que les strains sont des paramètres orthonormés plutôt que traumatiques. Parce que, en effet,
C'est seulement quand une structure aura épuisé toutes ses possibilités d'adaptation, lorsqu'elle aura atteint son maximum d'élasticité, qu'il ne restera plus qu'un seul choix, c'est d'obéir à la seule contrainte, qui sera un paramètre orthonormé. Alors bien sûr, il y a des stress purement traumatiques, mais le crâne cherchera toujours à s'échapper suivant une torsion d'interreflexion en premier. L'approche du diagnostic structurel crânien, le bilan des deux sphères. Bon, chez le nourrisson, le préalable c'est une seule boule molle, mais le bilan des deux sphères. Donc j'ai expliqué que les membranes de tension réciproque sont en continuité avec les lignes de force du crâne, qu'on voit ici, on voit les piliers. Donc en fait, on choisit de prendre deux boules, donc une boule frontosphénoïdale, une boule occipito-temporale, et on va prendre chacune de ces boules par 3 points stratégiques invariables entre eux, parce que pour tenir une boule, c'est plus facile de la tenir en 3 points qu'en 2 points, et on applique nos points de contact sur les points stratégiques. Donc c'est une approche qui est adaptée aux membranes intracrâniennes, une prise qui permet d'agir au travers des piliers et des arcs-boutants, et c'est une approche générale qui privilégie les différents os importants du crâne, à savoir l'occipital, maître de la sphère postérieure, le sphénoïde, maître de la sphère antérieure, et le frontal, maître de la face. En fait, ce test des deux sphères localise une zone qui mécaniquement ne se déforme pas. Donc la règle classique de la manipulation, comme j'ai dit, c'est 3 points variables entre eux. Être à l'aplomb de la zone à travailler, c'est-à-dire en crânien structurel, on travaille toujours table très basse. On est assis, mais on est table très basse, pour pouvoir placer notre centre de gravité, pouvoir jouer avec notre centre de gravité, et aussi pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle la troisième main, qui peut être un appui thoracique, un appui abdominal ou un appui par le tendon interne du genou. Et bien sûr, on doit être indéformable pour transmettre une puissance et non une force. Enquête générale, évidemment, il faut scanner, on doit scanner tout le crâne et la face, ça fait beaucoup. Donc Gilles a mis en place un protocole d'approche qui va du général au local. Bon, on n'aura pas le temps, je peux revenir après si on a le temps, mais l'enquête se complique. L'arc membraneux, le crâne n'est pas symétrique. La pratique du test de résistance et de déformabilité doit impérativement tenir compte de cet arc membraneux. Ici, on va représenter schématiquement les faux, la faux et la tente. C'est le pot du parapluie. Il y a un axe entre les deux points d'insertion des faux qui se cintrent ou se flanquent en fonction des contraintes rencontrées, notamment surtout à la naissance, lorsque les possibilités élastiques des membranes de tension réciproque ont été dépassées. L'axe se flanque. Tout le corps va se construire en fonction de ce projet du crâne. Le parapluie s'ouvre si et seulement si je travaille dans la direction du manche. Donc le bilan crânien doit se faire selon l'arc durmérien propre, réel à chaque crâne. Donc ça c'est la canne du parapluie, physiologique propre à chaque crâne. Et en bas, c'est l'occiput, la voilure du parapluie. Bon, c'est un schéma qui peut être vu en 3 dimensions. Entre parenthèses, la POP, la plagiocéphalie postérieure occipitale par positionnement, trouve ici son étiologie. Donc lorsqu'on teste les lésions crâniennes classiquement, il est important de tester autour de cet axe réel, de trouver la canne du parapluie. Sinon, on trouve des faux négatifs. La physiologie de Sutherland est un modèle mécanique parfait. Et si la physiologie a des lois, la pathologie, elle, est hors la loi. Le protocole ostéopathique d'accompagnement à l'orthodontie, en bref, il faudra s'attaquer à la statique générale du corps, c'est-à-dire les plateformes logistiques et les sentinelles de la posture, le référentiel supérieur qui comprend C0, C1, C2 et les pyramides pétreuses, ça forme un ensemble. Le référentiel inférieur, médecin intestin sacroiliaque. Le référentiel podal sous-astra scaphocubo, T9, T10. Localement, tout le crâne, quand je dis crâne, entendons crâne face, langue et tissu du cou jusqu'à l'estomac.
Et bien sûr, Julien, l'équilibration des 4 diaphragmes. Chaque théorie est là pour étayer celle de demain.